Il est 19h30 partout au Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité, distinction honorifique et prise de fonction officielle ce mercredi à l'Assemblée nationale, Joseph Fifama Djogbenou a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Bénin lors de la cérémonie solennelle consacrant son installation à la tête de l'institution parlementaire. À cette occasion, il a prononcé un discours et les mots à suivre en début d'édition. Un téléphone qui tombe en panne, un ordinateur qui plante ou encore un virus qui efface tout. Aujourd'hui, la question n'est plus de savoir si cela peut arriver, mais quand. Face à ces menaces, la sauvegarde des données s'impose comme un réflexe essentiel. Pourquoi est-il crucial de sauvegarder ces données? Comment le faire efficacement? La réponse dans ce journal. Et puis, la police sud-africaine a annoncé ce jeudi l'arrestation de 3 personnes, dont l'activiste Kemi Seba, soupçonné d'avoir facilité des traversées illégales du fleuve Limpopo vers le Zimbabwe. C'est la plus haute distinction de la République, un honneur suprême qui consacre un parcours, une influence et un engagement au sommet de l'État. Joseph Fifama Djogbenou a été élevé ce mercredi à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Bénin lors de la cérémonie solennelle marquant son installation à la tête de l'Assemblée nationale. La distinction lui a été remise par la grande chancelière des ordres nationaux, Mariam Tchabi Talata, en présence des plus hautes autorités politiques et institutionnelles. À l'occasion de cette investiture, il a décliné les grandes orientations de sa mandature. Nous vous proposons d'en suivre un extrait. La 10e législature ouvre une période et une expérience nouvelle de législation et de contrôle de l'action du gouvernement. D'un premier regard, si l'Assemblée nationale garde le monopole du contrôle de l'action du gouvernement, elle ne conduira plus seule le processus de législation. La nouvelle rédaction de l'article 79 de la Constitution dispose en effet que le Parlement exerce le pouvoir législatif et contrôle l'action du gouvernement. Il est composé de 2 assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat. Certes, l'Assemblée nationale demeure le siège de la fabrique de la loi, puisqu'elle garde le pouvoir de délibérer. Au demeurant, les termes de l'article 98 de la Constitution, qui reste inchangé, fixent le périmètre de son intervention. Toutefois, l'Assemblée nationale ne détermine plus le sort politique de la loi seule. Gardons à l'esprit que l'attelage constitutionnel entre le Sénat et l'Assemblée nationale n'institue pas les 2 organes dans un duel institutionnel. Les 2 organes constituent plutôt un duo dans une complémentarité utile et fertile. Ils n'exerceront pas leur mission en concurrence. Elles n'exerceront pas leur mission en concurrence, mais plutôt de concert. À ce sujet, la mise en conformité du règlement intérieur de l'Assemblée nationale est un premier défi qui attend la représentation nationale. D'un second regard, sur le fond, nous devons rester attachés aux objectifs politiques fondamentaux de notre nation et pourvoir les ressources législatives, pourvoir de ressources législatives pertinentes la politique de la nation que, je cite la Constitution, détermine et conduit le président de la République selon les termes de l'article 54, alinéa 1er de la Constitution. À ce sujet, l'option de régionalisation du développement qu'a défendu le président élu devant le peuple doit avoir un prolongement législatif. Au surplus, la présente législature doit être celle des réponses législatives pertinentes aux rapports sociaux et économiques individuels ou de groupe. Le droit des obligations civiles, celui des personnes et de la famille, du patrimoine et de la protection sociale recevront au cours de cette législature les réponses appropriées. Le septennat législatif doit garantir à nos concitoyens
des solutions nouvelles et celles renouvelées qui protègent la vie, la société et l'État. Il doit assurer la simplification des normes, leur accessibilité, ainsi que la stabilité et la sécurité juridique. Mesdames et messieurs les députés, mes très chers collègues, en nous élisant à l'Assemblée nationale par l'expression souveraine de sa volonté, le 11 janvier 2026, le peuple nous renvoie en représentation à l'exercice d'un pouvoir qui féconde les solutions législatives à ses attentes légitimes et celles qui le préservent des atteintes à son essence et à son existence. Je n'ai pas de doute que chacune et chacun s'y engagera avec disponibilité et détermination. Les Béninois ont massivement pris le chemin des urnes pour élire le prochain président le dimanche dernier, un scrutin qui s'est déroulé dans le calme et une forte participation. Au lendemain du vote, la Sénat a publié les résultats provisoires. En attendant la proclamation définitive de la Cour constitutionnelle, le candidat de la mouvance présidentielle, Romuald Wadani, arrive en tête de ce scrutin. Plusieurs acteurs saluent la maturité du peuple béninois et évoquent la victoire du candidat de la majorité présidentielle. Comparativement aux dernières élections, nous avons eu beaucoup d'avancées en termes de taux de participation. Et l'un des facteurs qui pourrait susciter ça, c'est sûrement le profil des candidats qui étaient en jeu. Après, quand vous voyez les scores qui ont été donnés aux deux candidats, vous avez le duo Wada Italata qui tourne autour de 94,9%. Vous avez le duo Paul Rumpwe-Rouanou autour de 5%. Vous vous dites qu'il y a une adhésion populaire autour de la candidature du duo Wada Italata. Et cela se témoigne déjà par tout ce que nous avons vu depuis l'annonce de sa candidature, depuis la campagne qui a été menée de concert avec l'ensemble des partis politiques qui ont soutenu sa candidature, en l'occurrence l'UPL, le BR et le MOEL. Nous avons déjà eu ces preuves-là palpables à travers les urnes. Ce qu'il faut voir aussi, c'est féliciter aussi le peuple béninois qui a fait preuve de maturité dans le processus électoral. Nous sommes l'un des rares pays en Afrique francophone à montrer chaque fois que nos processus électoraux se professionnalisent, que le choix des dirigeants que nous avons se fait à travers les urnes et que nous sommes tout le temps dans un processus d'alternance, au moins en termes de visage de celui qui dirige nos pays depuis un certain nombre d'années. Le peuple a choisi très massivement le duo Wadaï Talata, c'est très important. Et nous tenons aussi à remercier Paul Rumpwe et son policier qui n'ont pas démérité. 5% c'est aussi important pour une nation. Mais ça a permis quand même de donner la victoire écrasante au duo de la mouvance. Donc c'est très bien, nous tenons à dire aux uns aux autres, tel que la paix a été maintenue avant et pendant les élections, que ce soit de même après les élections. Romuald Wadani a été élu sur la base d'un projet de société qu'il a présenté aussi bien à Cotonou que sur l'ensemble du territoire. Vous avez vu pendant sa campagne, il a parcouru presque toutes les villes dans chaque département, au moins une ville dans chaque département. Il a présenté son projet de société, il a présenté des grands axes. Donc ce que nous attendons, c'est la concrétisation des projets qui ont été proposés dans ce document-là, la concrétisation des chantiers qu'il a promis. Je pense par exemple à la prise en charge systématique des urgences pour que le paiement soit différé. C'est un élément phare de son projet de société pour lequel on doit davantage travailler pour que cela soit une réalité. Je pense par exemple au microcrédit qui sera rendu plus flexible avec un montant plus élevé pour les femmes. C'est pour la première fois nous accueillons un président de la République du département Mono et Koufou. Tout ça là, ça a joué et c'est la jeunesse qui est aux actions, tel que le président de la République, qui il y a quelques mois, a voulu bien lancer avec les jeunes de la mouvance et les jeunes de l'opposition. Donc c'est très bien. Le peuple a renouvelé, a souhaité quand même que la jeunesse prenne effectivement un départ
et puis propulse le développement de la nation béninoise. Pas de raison que dans la mise en œuvre de son projet de société qui va se faire à travers son PAG, nous nous éloignons de cette vision 2060. Mais il y a une autre procédure qui est plus importante à laquelle on va aboutir dans quelques semaines. C'est par exemple la politique nationale de développement, qui va être un document de politique qui découlera de la vision 2060. Et c'est après cette politique nationale de développement qu'une fois le président élu, il va développer son programme d'action du gouvernement. L'un mis dans l'autre, vous verrez que tous les documents politiques, tous les documents de perspective vont être ancrés parce que nous avons déjà fait de la vision 2060 un document programmatique. Nous l'avons renforcé avec un cadre législatif qui impose à tous les gouvernants qui viennent d'être en droite ligne, de s'arrimer avec ce document-là. Donc le candidat Wadahi, nouveau ou futur président à partir du 23 mai 2026, n'a pas de raison de s'éloigner de ce document-là. À l'instar de ce que le président Patrice Talon a fait, que le candidat Wada il travaille aussi à renforcer notre cohésion nationale dans la dynamique des réformes politiques, des réformes institutionnelles et faire en sorte que nous puissions talonner, être à côté des nations prospères, des nations démocratiques qui riment aussi bien la démocratie avec le développement. Dans un tout autre registre, à présent, une panne, un piratage, une simple erreur de manipulation et des années de données peuvent disparaître en quelques secondes. Dans un monde de plus en plus dépendant du numérique, la sauvegarde informatique s'impose comme une nécessité absolue, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Pourtant, elle reste encore trop souvent négligée. Quels sont les risques réels et surtout, quelles solutions adopter pour protéger efficacement ces informations? Éclairage dans un instant. Sauvegarder les données informatiques, c'est, on va dire, une nécessité aujourd'hui, qu'on soit entreprise ou particulier. Enfin, je veux dire, toute personne qui utilise un ordinateur portable, qui manipule des données. Parce que en cas de perte, par exemple, si vous perdez votre ordinateur ou si quelqu'un vous vole votre ordinateur ou votre téléphone, la sauvegarde des données va vous permettre de retrouver ces données-là si en temps vous les avez sauvegardées. Également, en cas d'attaque, ça c'est pour les entreprises aussi, en cas d'attaque de ransomware où on vous attaque, on pirate vos données, ça va vous permettre de retrouver ces données-là également. Il n'est pas recommandé, par exemple, de sauvegarder des données qui peuvent être déduites d'autres données. Je m'explique. Il n'est pas utile de sauvegarder votre âge lorsque j'ai déjà sauvegardé, par exemple, ma date de naissance, puisque l'âge peut être déduit de l'acte de naissance. Donc, il faut comprendre une chose, les données qui sont conservées sont des données, au fait, qui ne sont forcément pas déductibles d'autres données. C'est là que la donnée devient vraiment intéressante. Les pratiques les plus élémentaires, c'est déjà ce que nous mettons comme garde-fou, par exemple, pour ne pas nous faire voler notre argent, par exemple. Qu'est-ce que nous faisons? Nous le dissimulons quelque part dans notre poche, ou nous l'enfermons dans une caisse et nous la verrouillons. Donc, en fait, pour assurer qu'on ne nous vole pas nos données, il faut déjà de petites pratiques, notamment si vous avez un ordinateur, mettez là-dessus un mot de passe et changez ce mot de passe à une certaine fréquence. Plus ce mot de passe il est long, plus il sera difficile à craquer. Donc en fait, c'est une veille permanente de bonnes pratiques qui permettent maintenant d'avoir ces données là où il faut et de ne pas permettre à qui n'a pas accès de pouvoir y accéder. Donc, c'est pas grand-chose, mais il faut être véritablement rigoureux parce que très vite, on se laisse aller et bonjour les dégâts. Vous avez peut-être un fichier qui vous tient un peu à cœur. Qu'est-ce qui vous empêche, par exemple, de vous envoyer ce fichier-là par mail à vous-même? C'est au fait de petites choses qui font que lorsque votre terminal, votre ordinateur ou votre téléphone se met à cracher, c'est-à-dire que vous perdez l'ordinateur ou le téléphone, et avec vos données, ça vous permet, lorsque vous prenez un autre ordinateur, de pouvoir vous connecter à votre mail et de retrouver vos données. Donc, par exemple, je prends le cas des étudiants qui, à la veille de leur soutenance, perdent leur ordinateur et leur mémoire avec, et ils auraient travaillé déjà 6 mois là-dessus. C'est un exemple vraiment basique. S'il avait pris l'habitude toutes les semaines de s'envoyer à lui-même son document, il ne serait pas véritablement dans une situation catastrophique. Donc voilà un peu de petites pratiques. Au-delà de ça, il y a aujourd'hui des espaces qui
qui existe sur Internet, notamment le Drive, qui permet de mettre ces documents en ligne. Ces différents espaces, on vous donne un certain nombre de gigas qui sont totalement gratuits. Et quand on prend l'habitude de sauvegarder ces données en ligne, on n'a pas trop de problèmes. Maintenant, pour les structures telles que les entreprises, au lieu d'avoir un serveur, une machine dans votre infrastructure locale, il n'est pas exclu d'aller sur le cloud. C'est-à-dire vos données, vous les conservez plutôt sur un serveur sur Internet où l'hébergeur ou bien celui qui vous fournit ce serveur-là a un certain nombre de garde-fous qui vous garantissent quand même une certaine pérennité de vos données en comparaison à un serveur que vous-même vous achetez chez vous. Où à tout moment, on peut couper l'électricité, ce serveur va recevoir un coup et vous allez perdre vos données. Donc, côté entreprise, il est recommandé quand même d'avoir des espaces en ligne qui vous permettent quand même de sauvegarder vos différentes données. Première chose, lorsque vous avez des données sur votre ordinateur, il n'est pas exclu d'acheter un disque dur externe sur lequel vous copiez vos données. Là, je parle au niveau privé. Au-delà de ça également, si vous avez un drive en ligne, mettez vos fichiers, vos données les plus sensibles là-dessus. Ça vous épargne de les perdre. Maintenant, au niveau des entreprises, même si vous avez des serveurs au niveau de votre infrastructure, au niveau de votre réseau dans l'entreprise, il est très recommandé d'avoir également un espace en ligne, c'est-à-dire avoir une sauvegarde cloud pour se prémunir de tout ce qui peut y avoir comme désagrément. Place à présent à l'actualité internationale marquée entre autres par l'arrestation de Kémy Séba, figure controversée du panafricanisme. Il a été interpellé en Afrique du Sud. Cette arrestation intervient alors qu'il est visé par un mandat d'arrêt émis par les autorités béninoises. Celle-ci l'accuse d'avoir soutenu la tentative de coup d'État survenue en décembre dernier. Suivons le reportage. En Afrique du Sud, la police a annoncé ce jeudi l'arrestation du militant panafricain Kémy Séba, recherché au Bénin pour incitation à la rébellion. Le Bénin a lancé un mandat d'arrêt international à son encontre le 12 décembre dernier, après qu'il eut soutenu un coup d'État manqué, au cours duquel des soldats mutins avaient déclaré à la télévision nationale avoir renversé le président Patrice Talon. La police sud-africaine a précisé qu'il a été arrêté depuis lundi en présence de son fils âgé de 18 ans dans un centre commercial de Pretoria en compagnie d'un autre homme qui aurait été payé pour les aider à entrer illégalement au Zimbabwe voisin. De là, ils avaient l'intention de se rendre en Europe. Ils ont été placés en détention provisoire. D'origine franco-béninoise, Kémy Séba a été déchu de sa nationalité française en 2024 et soutient ouvertement les juntes militaires arrivées au pouvoir par des coups d'État dans la région du Sahel. Très influent en Afrique francophone, il compte plus d'1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Au Cameroun, c'est au Palais de l'Unité, édifice emblématique construit dans les années 1980 qui se distingue par son architecture imposante et ses jardins soigneusement entretenus que le pape Léon XIV a effectué sa première prise de parole ce mercredi. Dans son discours aux autorités, à la société civile et au corps diplomatique, le souverain pontife a détaillé ses aspirations pour le pays, appelant à dépasser la violence, renforcer les institutions et redonner espérance à la jeunesse. Suivons. Le pape Léon XIV a pris la parole mercredi à Yaoundé dès son arrivée au Cameroun, exhortant les autorités de ce pays à un examen de conscience. Le souverain pontife d'origine américaine a prononcé un discours sur un ton inhabituellement direct devant le président Paul Biya, 93 ans, qui dirige d'une main de fer ce pays d'Afrique centrale depuis 1982. Il est temps de se faire un examen de conscience et un essai qualitatif courageux. Que des institutions justes et crédibles deviennent des piliers de la stabilité. Les autorités du Cameroun ont réprimé les manifestations déclenchées par la réélection contestée de Paul Biya pour un 8e mandat en octobre et le pape y a fait référence. La sécurité est une priorité, mais elle doit toujours exercer dans le respect des droits de l'homme, en unissant rigueur et grandeur d'âme, avec une attention particulière pour les plus vulnérables. Une paix authentique, née lorsque chacun se sent protégé, écouté et respecté.
lorsque la loi était un rempart contre l'arbitraire des plus riches et des plus forts. À son tour, le président camerounais a rappelé le besoin de messages de paix apportés par le pape Léon XIV dans le monde. Il s'agit de l'une des rares prises de parole publiques de Paul Biya. C'est avec une joie immense que je vous accueille à l'occasion de cette visite historique, la 4e d'un souverain pontife en terre camerounaise. Le peuple camerounais se réjouit de votre visite et mesure le privilège rare qui est le sien. Sous le règne de Paul Biya, le Cameroun est depuis longtemps en proie à un détournement de fonds généralisé, selon l'organisation Transparency International. Le pape Léon XIV a entamé cette tournée africaine par l'Algérie lundi. Le chef de l'Église catholique est attendu dans 12 villes du continent. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.